comme cette circonstance, je vais m'accouder au bar, finalement. Alors. Alors, d'abord, je vais me présenter. Je m'appelle Thomas Ricordo, je suis prof de design graphique en DSA, donc c'est un diplôme supérieur d'art appliqué. Pour ceux qui connaissent, c'est des formations qu'on trouve notamment en région parisienne et qui sont un petit peu exportées en province, comme on dit. Voilà. Alors actuellement, on est au lycée Denis Diderot. Le lycée Denis Diderot, ça regroupe la plupart des formations publiques en design dans la région. Donc on a environ 600 élèves et étudiants confondus, donc depuis la seconde jusqu'à un niveau master. Et donc moi je sévis en DSA, design graphique. Voilà. On s'est fait un peu une spécialité qui était celle notamment d'essayer de mélanger l'analogique et le numérique. Disons que pour nous c'était une frontière auquel on ne croyait pas trop, et on a des grands inspirateurs, notamment des gens que vous connaissez sans doute comme Étienne Mineur des éditions Volumiques. Voilà, donc, alors moi je vais vous parler d'un projet qui est un petit peu vieux, puisqu'il date de 2013-2014, et vous allez voir pourquoi. La question, c'était effectivement de redonner vie à un patrimoine qui était un patrimoine essentiellement papier, donc du monde analogique, qu'on a essayé de transférer dans le monde numérique. Voilà, donc je vais vous raconter un peu cette histoire-là. Voilà. Alors, en fait, nous sommes rentrés en contact avec la bibliothèque de l'Alcazar à Marseille, que vous connaissez sans doute, du côté de Belzins, et ils nous ont proposé de travailler sur une exposition qui s'appelle Histoire de soldats, autour d'un illustrateur qui s'appelle André Hellé. Donc André Hellé, c'est un illustrateur du début du XXe siècle qui va travailler notamment pour l'État en période de guerre, durant notamment la Première Guerre, donc la guerre de 14-18. Et qui va créer notamment un abécédaire qui vise, alors l'époque le veut, mais effectivement on est à cheval entre la propagande et l'information, hein. Ça n'a pas trop changé d'ailleurs, mais il va créer un abécédaire en fait duquel on va tirer un certain nombre d'éléments visuels, notamment ses typographies, etc. Alors ce qu'on s'est dit, c'est qu'au départ l'idée c'était toujours d'essayer de métisser en fait le papier et les écrans, et on est parti assez rapidement sur l'idée d'un jeu vidéo. Donc je vais vous raconter un peu cette histoire-là. Alors le jeu vidéo donc s'appelle Histoire de soldats, donc d'après André Hellé. L'idée c'était effectivement d'essayer de trouver un axe commun entre à la fois l'Alcazar qui est une institution, le DSA qui est ma formation, qui est elle aussi hébergée au sein de l'Éducation nationale, qui est elle aussi une institution, un milieu associatif qui est assez dense à Marseille. Alors à la fois un milieu associatif qui était les Amis de André Hellé, qui est une association qui essaie de conserver le patrimoine de cet illustrateur. Et puis après on a commencé à travailler aussi avec des institutions, des associations locales, notamment Zinc que vous connaissez peut-être à la Friche Belle de Mai, le LFO qui est le Fab Lab de la Friche, et l'association Résonance dont je suis accessoirement d'ailleurs le président. Donc voilà, on a essayé un peu de voir toutes les ressources locales qui permettaient peut-être de nous aider à mener à bien ce projet. Donc voilà, alors quelques travaux de André Hellé. Alors comme vous voyez, à l'époque, le design, c'est toujours les designers, même si on les appelait pas forcément comme ça à l'époque, sont souvent des gens qui font du design global, qui sont aussi bien illustrateurs, typographes, à l'instar de William Morris par exemple, c'est des gens qui faisaient aussi bien du bouquin que du papier peint, mais aussi du mobilier. Donc il a créé à la fois, vous voyez, donc l'ensemble de ses travaux, donc de la typographie, des abécédaires, et puis des chambres d'enfants aussi avec du mobilier. Donc voilà. Donc on avait cette espèce de corpus en fait qu'il a fallu finalement traiter, et on a travaillé à partir de ça dans la perspective d'une exposition en fait qui allait avoir lieu à l'Alcazar en 2014, puisque c'était effectivement le centenaire de la Première Guerre mondiale. Donc vous voyez, conception de jouets, des jouets qui étaient essentiellement en bois, qui étaient aussi commercialisés. Donc là vous avez un extrait par exemple de catalogue. Et donc on voit un peu toutes les
toutes les recherches de André Hellé. Alors il y a pas mal d'inspiration au début du XXe siècle, donc un petit peu aussi cubiste, etc. Donc on a des formes comme ça qui sont très simples et qui permettaient aussi de produire en grande quantité des petits jouets en bois. Alors ce qu'on a découvert par la suite aussi, c'est que André Hellé a travaillé avec Debussy. Il a créé une espèce d'opérette pour enfants, en fait, un ballet pour enfants. Et là aussi, on retrouve en fait le travail de la typographie, de l'illustration, la conception aussi de chansons, de paroles, etc. Donc ça fait qu'on avait un corpus assez riche qui était justement fait d'illustrations, de typographie. On pouvait aussi récupérer finalement du son, en tout cas des partitions. Et puis des objets aussi tridimensionnels, donc des jouets, etc. Donc ce qu'on a demandé nous à l'Alcazar, c'est dans un premier temps de nous numériser un alphabet, donc cet abécédaire en fait qui présente la Première Guerre mondiale à travers soit effectivement des régions, des armes, des expressions en fait qu'on avait trouvées durant la Première Guerre mondiale. Et donc l'Alcazar nous a numérisé l'ensemble de ce corpus. Alors à l'époque, ce qui était intéressant, c'est que c'est aussi des moyens d'impression qui étaient à l'ancienne, si je puis dire, puisque c'était de la lithographie essentiellement. Donc on trouvait lithographie, sérigraphie. Donc on avait quand même une qualité particulière avec un grain particulier. Alors, vous voyez qu'on retrouve quand même des figures importantes comme Joffre par exemple. Donc à partir de ce corpus, on a créé une typographie André Hellé. Alors ça, c'est quelque chose qui n'existait pas. Donc on a pu commencer finalement à numériser, à automatiser quelque chose qui était issu essentiellement d'un monde complètement artisanal et pour le coup complètement analogique. Et à partir de ça, on a pu aussi l'utiliser donc, pour créer notre jeu. Donc la typographie a été utilisée, comme vous le voyez là, durant l'exposition. Pour créer toute la scénographie. Donc on retrouve les jouets, on retrouve après effectivement des éléments qui vont être découpés et qui vont être disposés durant l'exposition. Après on a commencé à passer à la phase de conception véritablement du game design finalement du jeu. Alors le jeu, on s'est tourné assez rapidement vers quelque chose qui était une forme assez connue, qui est une espèce de Zelda-like, un puzzle game, quoi. C'est-à-dire qu'il faut résoudre un certain nombre d'énigmes pour passer au tableau suivant. Donc là, vous avez la conception, par exemple, d'un tableau de jeu. Alors à l'époque, on travaillait encore en Flash. Pour ça, je vous dis, c'est obsolète. Mais alors pour plusieurs raisons, parce qu'on avait déjà un banc de montage qui était intégré, etc. Ça permettait de faire un petit peu de programmation, avec notamment des étudiants qui n'étaient pas trop fourbus de ce côté-là. Donc c'était assez intéressant d'avoir un outil qui était tout en un. Et à l'époque, on avait aussi des jeux comme Samorost, vous connaissez peut-être, qui était produit encore à l'époque. Donc c'était un espèce de, comment dire, de décollage aussi du jeu indé avec des toutes petites équipes. Donc c'était assez intéressant de continuer à bosser avec ça. Et puis honnêtement, on n'avait pas encore trouvé de solution qui nous paraissait valable pour basculer sur un autre logiciel. Donc voilà, vous avez l'ensemble des recherches. Alors on faisait des croquis, etc. Et puis après, on arrivait à ce genre de choses, donc casse-briques et compagnie. Tous les éléments de sprite donc, qui étaient tirés en fait, de l'abécédaire. L'ensemble des textures. Voilà les éléments d'architecture. Donc à partir de ça, on avait un ensemble de briques avec lesquelles on pouvait commencer à monter notre jeu. Les éléments à aller chercher, les projectiles. Quelques éléments d'interface. Le montage de différents plans avec des parallaxes et des scrollings, etc. Donc ça a pris
Finalement, ça a été déployé sur un espèce de grand écran tactile, dont on n'a pas utilisé le tactile, et ça prenait place finalement dans l'exposition. Alors là, ce qui était assez intéressant aussi, c'est que on a essayé de boucler la boucle, c'est-à-dire que depuis l'analogique, on est allé sur le numérique, et après on est revenu sur l'analogique, c'est-à-dire qu'on a fait un jeu de loi. Et ce jeu de loi, donc on l'a fait là aussi avec les éléments qu'on a pu glaner dans l'abécédaire. Et puis on s'est dit on va pousser un petit peu plus loin, c'est-à-dire qu'on va aussi modéliser les pions qui sont issus en fait du travail de André Hellé, qui étaient donc ces petits jouets en bois, et on va les imprimer aussi en 3D. Donc ça nous permettait d'avoir un projet assez global en proposant à la fois de la typographie qui était exploitée pour la scénographie, un jeu vidéo et un jeu de loi. On a fait aussi quelques tampons avec des systèmes de gravure et compagnie. Alors j'avais intitulé un peu ma conférence Patrimoine dans l'idée de l'archive, parce que ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a documenté en fait tout ce travail. Donc on retrouve en fait sur à la fois notre site web, et puis là j'ai fait quelques captures d'écran aussi d'un wiki qu'on utilise assez régulièrement, c'est-à-dire qu'on documente tous les travaux qu'on fait. Donc ça veut dire que vous pouvez récupérer en fait toutes les sources du projet. Donc on va retrouver des vidéos là que je vais vous montrer à l'instant, les logiciels qui étaient utilisés, des éléments de code, etc. et tout le code source. Alors je vais revenir là-dessus. Alors notre idée principale, c'était effectivement d'essayer de dynamiser au niveau du territoire en fait des articulations entre diverses institutions, donc à la fois l'éducation nationale, la bibliothèque, et puis effectivement tout ce territoire en fait associatif, donc que je vous ai cité là dans l'ensemble. Et après, bon, comme je vous le disais au départ, c'est effectivement décloisonner les disciplines, réarticuler les supports, et puis surtout capitaliser les savoirs, parce que le gros problème en fait de ce qu'on produit dans nos écoles, c'est que souvent on n'a pas de traces. On fait beaucoup d'événementiels, c'est-à-dire qu'on produit beaucoup de choses, mais on capitalise très peu. Alors, ça c'est pour en revenir à Flash. Alors on continue à utiliser Flash, comme je vous le disais, parce que c'était une solution qui était assez pratique, et puis on était aussi dans l'attente de trouver une solution qui était vraiment pérenne sur le long terme. Donc effectivement les logiciels sont mortels, et on s'est tourné vers une solution libre, c'est ce qu'on attendait, et on a commencé à travailler avec un logiciel qui s'appelle GDevelop, avec Florian Rival qui est ici, voilà, qu'on a réussi à faire venir à Marseille il y a quelques temps. Et depuis, en fait, on utilise ce logiciel qui est un logiciel libre et qui nous permet en fait de monter complètement nos jeux avec des exports sur tous les formats possibles, HTML5, etc. Donc désormais, on utilise ça. Donc on est sauvé, j'ai envie de dire. Et je vais finir sur une dernière petite vidéo. Alors l'idée, comme je vous l'ai dit, c'était de laisser des traces, et puis aussi d'en faire profiter en fait les écoles locales.
Chacun votre tour, vous lancez votre dé, d'accord? Et quand vous tombez sur une image comme ça, il faut regarder ici ce qui se passe. D'accord? Alors tu restes là, très bien. Chacun son tour dans le même ordre. 2. Alors la lettre. Canne à pêche. Je sais pas pêcher. C'est l'hiver. Et là, il faut le pousser, à mon avis, pour dégager. Alors là, vous avez une petite manette, qu'est-ce qu'il faut faire là? Classification de la guerre. Oh, c'est vrai. Un bunker. Ah, ouais. Ce niveau il est difficile. Ouais, parce que là, en fait, là, tu vois plus rien. Et j'ai pas compris qui fait. Tu te fais canarder direct. Donc juste pour finir sur la petite anecdote là sur GDevelop, ce qui a été vachement intéressant, c'est qu'on a trouvé cette solution. Aujourd'hui, il y a une communauté qui est en train de se former, qui commence à être assez solide en fait. Ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a utilisé GDevelop au début de son développement, donc ce qui nous a permis de faire venir le concepteur du logiciel, et il a pu travailler directement avec nos étudiants en workshop en fait pendant une semaine. Et il a eu un feedback en fait direct sur son logiciel, et il a pu améliorer aussi les choses. Donc ça veut dire qu'on a aussi contribué à l'amélioration en fait de l'application en elle-même, quoi. Voilà. Donc depuis, on a fait effectivement d'autres projets, mais là c'est une autre histoire à raconter. Mais voilà, maintenant on a quelque chose qui est assez solide, et effectivement on est un peu plus libre qu'auparavant, et on a quelque chose qui fonctionne très très bien, quoi. Voilà. Merci.